Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision, et ça depuis de nombreuses années. Ils sont avec nous, on nous les avait promis, ils sont là, ils ont tenu parole. Bruno Studer, président de la Commission des Affaires Culturelles, bonjour. Bonjour. Et alors, président de la Commission des Affaires Culturelles, mais aussi député du Bas-Rhin. Du Bas-Rhin de Strasbourg. À vos côtés, il y a également Régis Juanico, qui est député de la Loire, membre de cette même commission. Exactement, bonjour. membre de la commission, bonjour. Particularité, vous n'êtes pas de la même couleur politique et assis l'un à côté de l'autre pour débattre d'un même sujet, les affaires culturelles. Première question, messieurs. L'objet de cette visite, c'est quoi? C'est de découvrir ce qu'est la culture à Mayotte? Alors, Commission des Affaires Culturelles et de l'Éducation, et le focus de cette mission, c'est bien sur la rentrée scolaire. Oui. Et donc, on a élargi nos auditions et nos entretiens qu'on a pu faire sur la question scolaire à des questions culturelles, c'est vrai. Mais le focus de cette mission, c'est bien la rentrée scolaire. Et donc, on est venu, et effectivement, c'est la façon de travailler tout à fait habituelle du Parlement que de venir majorité-opposition sur de tels travaux d'évaluation et de contrôle, puisqu'on se place bien dans cette optique. 3 objectifs à cette mission. D'abord, assurer le département de Mayotte de toute la considération, de toute l'attention de l'Assemblée nationale. Deuxième objectif, c'est faire notre travail, évaluer les politiques publiques, contrôler l'action du gouvernement. Ici, on est venu se rendre compte de l'effectivité des mesures de CPD doublé, des devoirs faits, par exemple, à l'école, d'autres choses, d'autres dispositifs législatifs ou réglementaires. Et puis, troisième objectif, ça me semble important que Régis Juanico, qui est secrétaire de la commission, et que moi-même, président de la commission, ayons une connaissance fine des territoires pour bien faire notre travail législatif, parce que Mayotte va arriver l'année prochaine au calendrier législatif, avec notamment le passage du vice-rectorat au rectorat, avec la scolarisation obligatoire à l'âge de 3 ans. Et pour avoir cette connaissance fine des territoires, il faut en faire l'expérience sensible. Et donc on est là pour ces 3 objectifs. Monsieur Juanico, vous allez repartir avec quelle image de Mayotte? Alors, avec une image extrêmement positive. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes, bien évidemment, à Mayotte. Nous les avons vus. Hein, c'est visible à l'œil nu. Nous sommes restés 4 jours avec Bruno Studer, et comme il le dit, nous avons un travail à l'Assemblée nationale qui est un travail à 80% transpartisan entre majorité et opposition. Mais on ne légifère bien que si on connaît bien la situation et qu'on l'a vu. Et donc, on va repartir avec effectivement un certain nombre de problèmes qui se posent à Lille. On a vu la question des transports scolaires, par exemple, la question de la restauration scolaire, des cantines, mais les choses petit à petit avance, peut-être trop lentement aux yeux de beaucoup d'éléments. Voilà. Et puis aussi avec, on le voit bien, une spécificité de Lille où il nous faudra adapter un certain nombre de mesures. Bruno parlait à l'instant de la scolarisation des 3 ans. Voilà. Mais je voudrais dire aussi qu'on a vu des choses formidables. Bon, moi je suis un spécialiste du sport à la Commission des Affaires Culturelles. Vous avez un potentiel sportif. Les jeunes Mahorais et Mahoraises ont un potentiel sportif formidable, et on a vu des sections sportives scolaires dans les établissements, les collèges et les lycées. Sportifs ici, dans le cadre de Paris 2024 notamment, on a même eu Emeline Ndong, et puis tout à fait. et Astrid Guyard, tout à fait, qui travaille avec nous. Alors, vous disiez tout à l'heure, Monsieur Studer, que opposition et majorité travaillent ensemble, c'est le propre des commissions parlementaires. Oui, mais on le voit à la télévision, c'est toujours des engueulades entre la majorité et l'opposition. Là, vous voyagez ensemble, vous mangez ensemble, ou alors vous faites juste bonne figure, vous dormez dans la même chambre, comment ça se passe? Non, on fait beaucoup de choses ensemble, mais surtout, on est vraiment concentré sur notre travail. Et ces auditions, les questions que l'on peut poser dans ces auditions sont forcément peut-être orientées par nos fonctions respectives au sein de la majorité de l'opposition. Et je crois vraiment que ici, il y a un travail tout à fait objectif à faire, qui est de dire comment se passe, par exemple, la rentrée scolaire. On a pu observer, et on sera d'accord pour constater que, effectivement, le dédoublement des CP, il va pas jusqu'au bout, parce qu'il y a énormément de classes qui sont en duo. Et on sera d'accord pour constater le fait que le dédoublement des CE1 en REP+, il n'est pas effectif, et on l'écrira noir sur blanc. Le ministre le sait, il était là il y a quelques semaines, mais je pense que c'est important que le Parlement fasse véritablement ce travail de contrôle. À quoi ça va servir? Je veux dire, concrètement, l'objectif final, c'est quoi? De dire, on est allé à Mayotte, on a vu, on vous explique?
Alors ça fait partie, effectivement, parce que il faut que l'Assemblée nationale soit au courant de ce qui se passe sur l'ensemble des territoires de la République. Et donc il y a effectivement à un moment donné un travail de rapport. Il y aura un rapport qui sera discuté publiquement au sein de la commission. C'est toujours d'ailleurs des travaux qui sont accessibles en direct, donc les habitants du département pourront voir ce que l'on pourra dire. On remettra ce rapport au ministre. Et au-delà, effectivement, on voit très bien qu'il y a des dispositifs législatifs qui ont été votés auparavant, qui ont pu parfois avoir des impacts et des répercussions qu'on n'avait peut-être pas tout à fait assez anticipées. Alors il y a des élus ici de Mayotte, mais il me semble important que le président de la commission, qui doit animer les travaux législatifs, ait aussi cette connaissance des territoires. Donc c'est multi-objectif. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, messieurs. Messieurs les députés, tout d'abord, pardon pour notre manque de moyens. En illustration, on met le Sénat, donc c'est dommage. Mais bon. Oui, c'est sûr. C'est une faute de goût, là, quand même. Mais c'est le Parlement. Tout à fait. On peut s'entendre entre majorité et opposition, on peut s'entendre entre eux. Parce que vous avez vous avez un bel escalier aussi au Parlement. Et puis, je salue le sénateur Tani qui fait un travail remarquable ici. Vice-président. Soit dit en passant, ma question, c'est... Vous venez pour la rentrée, il y a un plan historique qui vient d'être décidé par le gouvernement, 500 millions d'euros pour l'éducation à Mayotte sur le quinquennat. D'après votre premier regard jeté et porté sur Mayotte, est-ce que c'est suffisant, selon vous, votre sentiment? Alors, on peut toujours aller plus loin, on peut toujours vouloir plus. Je crois que 500 millions d'euros, quoi qu'il arrive, c'est du jamais vu. Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait auparavant. On part de loin quand même. On part de loin. Mais il y a des projets qui sont quand même à venir et qui sont absolument exaltants. On a quand même 350 équivalents temps plein qui ont été créés pour cette rentrée scolaire à Mayotte. Et là aussi, c'est une tendance de fond qui a débuté avant que ma majorité soit au pouvoir. Donc, au-delà de la question éducative, d'ailleurs, le préfet qui est arrivé il y a quelques mois est arrivé avec un plan interministériel d'une ampleur jamais vue. Parce que ce que l'on peut constater sur l'éducation, on a aussi entendu dans nos conversations que ces problématiques, elles se retrouvent dans la culture, elles se retrouvent dans l'adduction en eau potable ou l'assainissement des eaux usées. Et donc c'est tout cela que Mayotte a comme défi à relever. Et encore une fois, le gouvernement a pris la mesure de ce qui se passait ici, des besoins du territoire. Et donc, moi, je suis très confiant. Encore une fois, les moyens sont là. Après, on ne va pas se le cacher, on a vu des difficultés qu'on ne voit nulle part ailleurs en France, peut-être en Guyane, c'est vrai, avec notamment ces écoles en rotation, avec des écoles qui sont surchargées, avec un grand nombre d'enfants qui n'est pas encore scolarisé. Il y a un problème d'égalité ou au moins d'équité là-dessus. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a 500 millions d'euros qui ont été annoncés sur l'éducation nationale. C'est pas rien. Il y a des choses qui vous ont choqué? Parce que j'entends bien, vous avez le discours très policé et positif du gouvernement. Non, il y a des choses qui vous ont choqué, bien sûr. Quand on arrive à Mayotte et quand on fait la tournée des écoles, pardon, mais il y a certaines choses, ça choque. Oui, alors, ce qui frappe, parce que moi je ne suis pas choqué, il y a plus grave aussi quand même. La situation, elle est très difficile à Mayotte, bien évidemment. Il faut un plan d'investissement exceptionnel, mais sur beaucoup de secteurs. Mais on évoquait tout à l'heure les transports, les transports scolaires. On voit bien quand même, au-delà de la question de la rotation, puisque aujourd'hui quand même les communes sont en train de passer à des horaires, on va dire, comparables à ce qu'on peut retrouver en métropole, 9 demi-journées ou 8 demi-journées. Mais c'est la longueur des journées pour les élèves, qui se lèvent très très tôt le matin, qui doivent prendre des transports et qui reviennent très tard le soir. Et ça, c'est compliqué. Parfois sans avoir un repas chaud, vous le savez bien, à la pause méridienne. Donc je crois que c'est quand même ce qu'il faut traiter en priorité. Bon, il y a d'autres sujets comme la fibre, le haut débit, bien évidemment, mais on peut le retrouver dans d'autres départements aussi métropolitains. Et puis, bien évidemment, on a parfois eu quelques problèmes quand on nous disait qu'il y avait des pressions, effectivement, soit de parents d'élèves ou de certains élus dans les communes pour peut-être faire un peu de tri dans les inscriptions à l'école. Mais je pense que c'est vraiment très marginal. Mais en tout cas, il faut être extrêmement ferme là-dessus, même si on ne méconnaît pas le problème aujourd'hui, bien évidemment, de la pression de l'immigration clandestine sur l'île de Mayotte. Monsieur, on parle beaucoup d'éducation nationale, mais la culture, pas beaucoup. Ok, on a bien compris, l'orientation et la rentrée des classes, etc. Vous reviendrez ici à Mayotte pour une émission spécifique culture. C'est important, l'éducation nationale, bien évidemment. La culture aussi. Oui, c'est important.
Et là aussi, l'État est au rendez-vous avec une direction des affaires culturelles qui fait des choses, qui impulse des choses. Avec les moyens que l'on a. Avec les moyens que l'on a, la culture sera aussi... oui, bien sûr, on peut toujours faire mieux. Oui. Ici, effectivement, il faut des moyens supplémentaires. Ces moyens supplémentaires, ils arrivent. Après, effectivement, l'environnement culturel mahorais est tout à fait spécifique. Ça fait partie des choses que l'on rapportera justement à notre retour. On parle souvent, par exemple, du statut des intermittents ici. Mais oui. Ça fait partie des questions que l'on abordera avec le ministère de la Culture. Est-ce qu'une mission parlementaire viendra sur ce sujet spécifique ? Écoutez, rien n'est impossible. Nous, ce dont je suis convaincu, c'est aussi d'abord la nécessité pour les parlementaires de venir ici. Et ensuite, on voit aussi à la préfecture de nombreux fonctionnaires qui arrivent, qui viennent faire des missions d'évaluation, qui viennent faire des missions de prospective. Et ça, c'est vraiment l'État français mobilisé. Ce qu'on a vu aussi pendant ces 4 jours, c'est des établissements exceptionnellement grands dans leur capacité d'accueil des élèves. On n'a plus, nous, de collèges avec 1800, 1900 élèves, ou des lycées avec cette taille-là. Or, le problème, c'est pas simplement le nombre d'élèves, mais si vous avez des moyens administratifs qui ne sont pas calibrés pour pouvoir gérer un tel nombre d'élèves, bien évidemment, à un moment donné, c'est une situation qui est intenable. Et l'autre chose que nous avons vu aussi avec le CUFR, la visite que nous avons fait hier... Notre université, hein. Oui, bien sûr. Franchement, je pense que les jeunes Mahorais, les jeunes Mahoraises méritent qu'on leur donne toutes les possibilités, les capacités à pouvoir poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur. Il y a encore quelques freins. Et à Mayotte. Et voilà. Et il y a encore quelques freins. Mais voilà. Mais ça, nous le dirons dans le rapport. Quelques freins, comme par exemple, bien entendu, la question de l'hébergement. Pour les étudiants, c'est absolument essentiel. C'est un peu lié au transport, hein. Oui, c'est lié au transport. Là aussi, les choses avancent. Doucement, mais elles avancent. On a visité l'internat d'excellence, qui avait été inauguré il y a quelques semaines par Jean-Michel Blanquer, qui montre aussi que le champ des possibles est immense. Il va falloir des investissements. Ces investissements, ils débutent pas. Ils ont commencé il y a plusieurs années. Ils vont être amplifiés. Et moi, je suis persuadé que il y a des forces vives sur ce territoire, notamment culturelles, puisque vous en parliez. Nous, on a alors le sport, bien entendu, parce qu'on a vu aussi des classes sportives qui étaient d'un niveau excellent. Voilà. On a aussi assisté à la rentrée en musique. Et là aussi, on se rend compte que la culture de la danse, du chant, irrigue complètement la société le collège de Magicavo, c'est la seule fanfare scolaire en France. Donc, bien sûr. C'est à la fois, on a été effectivement confronté à des situations très difficiles, mais il y a une capacité de résilience dans cette société mahoraise qui est absolument extraordinaire. Quand je vois l'année qui vient de s'écouler, et quand je vois la volonté d'aller de l'avant de la population, des fonctionnaires, quand je vois la volonté d'aller de l'avant des élèves qui nous ont parlé de leurs rêves, qui nous ont parlé de leurs ambitions, eh bien alors je me dis qu'avec le soutien de l'État, avec la mobilisation des élus locaux, avec la mobilisation du monde économique, parce que là aussi, on ne fera rien sans un monde économique qui vient investir à Mayotte, eh bien on arrivera à développer rapidement ce département. Nos auditeurs et téléspectateurs insistent. Ils veulent savoir, est-ce que ce rapport, concrètement, est-ce que ce rapport va, vous disiez à l'instant qu'on a des super compétences sportives. Est-ce que ce rapport va permettre d'avoir des terrains de foot? Pour jouer au foot, ça serait bien. Est-ce qu'on va avoir, vous disiez tout à l'heure sur le plan culturel, on a des artistes extraordinaires. Est-ce que nos professionnels de la vie artistique vont avoir un statut? Tout simplement. Est-ce que ce rapport va permettre ça? Alors, nous avons interrogé ici, bien évidemment, les services de l'État et les acteurs locaux qui nous disent que beaucoup de choses sont programmées. Bon, après, moi, je connais bien, j'ai habité l'île de la Réunion il y a longtemps, hein, bien évidemment. Je sais que parfois des programmes peuvent être étalés, que c'est toujours trop long, mais on nous dit qu'il y a des équipements sportifs qui vont être construits. On nous a parlé, puisque nous sommes très attachés avec Bruno Studer, à la question du savoir nager, tout comme la nouvelle ministre des Sports d'ailleurs, Roxana Maracineanu, et donc qu'il va y avoir 6 à 12 bassins nautiques qui vont être construits sur Mayotte, et notamment sur la richesse qui est tout simplement l'océan et puis le lagon. Et donc ça, c'est une possibilité aussi pour les jeunes Mahorais et Mahoraises de pouvoir apprendre à nager et développer aussi des talents sportifs. Et c'est obligatoire. Et c'est obligatoire. Vous avez entièrement raison. Et quand je dis talents sportifs, on voit que les
section sportive scolaire, les jeunes collégiens et lycéens ont des potentiels formidables, mais il faut qu'ils puissent ensuite progresser sur les parcours d'excellence dans les pôles Espoir et France, à La Réunion, mais aussi en métropole. Ouais. Et c'est ça qu'il faut peut-être comme frein lever. En tout cas, nous allons le suggérer. Samuel, une réaction ou une question? Pardon, je vais dire un gros mot. Parce que je vais associer immigration à éducation, ce qui ne se fait pas normalement. La loi Jules Ferry l'empêche de manière totale. À Mayotte, elle se pose cette question tout de même. Parce que 9700 naissances, 9760 naissances en 2017, c'est une salle de 30 élèves par jour qui naît. C'est juste énorme. Monsieur, on va vous appeler tous les ans pour relancer un plan de 500 millions d'euros si la situation n'est pas prise en considération. Qu'en pensez-vous? Alors, j'en pense que la situation migratoire qu'on sent extrêmement aiguë et extrêmement difficile, on a été interpellé à tout moment de notre mission sur cette question, elle sera réglée lorsque la question régionale sera aussi réglée. Donc, il y a des lois qui doivent être appliquées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France est un État de droit, mais après, il y a le droit international. Et vous avez les Comores, où vous avez effectivement une situation politique qui rend la situation diplomatique et donc l'application du droit international extrêmement difficile. Et donc, là aussi, nous allons rentrer à Paris en allant encore dire au Quai d'Orsay, donc au ministère des Affaires étrangères, toute l'urgence qu'il y a à trouver une solution avec les Comores pour qu'on puisse d'abord réguler ce flux, parce que il y a un flux d'immigration clandestine qui est connu nulle part ailleurs sur les territoires c'est simple, à Mayotte, on fait 50% du chiffre des reconduits à la frontière du national. Voilà, et vous rajoutez la Guyane là-dessus, et je pense qu'on a l'immense majorité sur une toute petite île. Sur une toute petite 374 km². Et donc, il faut qu'on arrive à régler cette question. Le préfet s'y emploie du matin au soir. Le Quai d'Orsay est extrêmement actif, et nous, voilà, vous nous posiez la question, et vos auditeurs et vos téléspectateurs vous posez la question, mais qu'est-ce que concrètement ça va donner, cette mission? Eh bien, ça va donner qu'on exerce notre fonction d'évaluation et de contrôle. Et dans la fonction de contrôle, on va aussi rappeler au ministère des Affaires étrangères toute l'urgence qu'il y a à trouver une solution, parce que tant qu'il n'y aura pas de solution trouvée avec les Comores, eh bien, la France, qui est un État de droit et qui respecte le droit international, sera dans... Et ça peut être source de tension, y compris à l'école, hein, on l'a vu, puisque comme il y a un principe qui est l'accueil de tous les élèves, et ce principe est respecté à Mayotte, on tient à le souligner, mais ça peut être source de tension, bien évidemment, quand on a beaucoup d'élèves et justement pas assez de salles de classe, pas assez d'écoles. Pardon messieurs, mais à la question de Samuel qui était très claire, vous répondez, si je caricature un peu, en disant, bon, la solution c'est qu'il faudra trouver une solution. C'est quoi la solution? Mais la solution... On a le Drian aujourd'hui qui doit trouver des solutions avec les Comores. La situation politique est compliquée. Non, elle est très simple à Mayotte. Vous avez des Français qui ont décidé d'être français depuis 1847. Ils ont... Comment? Au 41, je n'étais pas né, donc je peux encore faire quelques erreurs là-dessus. Ils ont fait à 3 reprises des référendums. La situation est très claire. Ils ne sont pas comoriens. On n'est pas comoriens. Non. Les Mahorais sont français. C'est un département qui en... Mais écoutez, quand vous avez un problème avec votre voisin, si votre voisin ne veut pas vous parler, pour régler le problème, ça commence à être compliqué. Alors là-dessus, non mais c'est quelque part aussi simple que ça. Et donc il faut absolument qu'on arrive à rétablir le dialogue avec les Comores. C'est en cours, il y a un travail de fond. Effectivement, et je comprends l'impatience de la population. L'immigration clandestine, c'est une immigration clandestine. Les clandestins ont vocation à être reconduits dans des conditions humaines, aux Comores notamment. Mais ça, c'est une solution que l'État français doit construire, et il est 100% mobilisé pour. Mais il est hors de question aussi de ne pas respecter les droits fondamentaux de la personne humaine. Évidemment. Ça a été respecté jusqu'à maintenant. Le problème qu'on a, c'est qu'ils ne sont plus reconduits. Les Comores ne veulent pas, enfin le président Azali ne veut pas récupérer ses ressortissants comoriens. Donc il faut trouver une solution avec les Comores, parce que si on ne trouve pas de solution avec les Comores, vous savez, on m'a souvent dit ici, il faut un plan Marshall pour, c'est vrai, on a souvent entendu. pour Mayotte. Et puis ensuite, on nous dit, mais il faut un plan Marshall pour les Comores. Et puis, en France, en fait, on se dit, il faut un plan Marshall pour certains quartiers. Et puis, il faut un plan Marshall pour la Libye ou pour le Mali, parce que sans régler le problème dans ces pays-là... Ou un plan Studer. Oui. Alors, on va l'appeler Studer Joannico, parce qu'on va aller... Mais vous êtes le président. Non, mais tout ce que je veux dire, c'est que ce plan de développement... pour Mayotte, il est en cours. Il est en cours, et que la question des Comores est au cœur du travail du ministère des Affaires étrangères. Véritablement, on repart d'ici avec cette volonté
de porter aussi ce message, s'il n'était pas assez entendu, mais je pense qu'il l'est très clairement entendu. C'est Samuel Bocher qui va conclure cet entretien, messieurs. Vous avez compris les réalités de Mayotte. 50% de la population et plus est en situation irrégulière sur le territoire, en tout cas étrangère. Avez-vous compris, messieurs, que Mayotte et les Mahorais ne sont pas racistes et encore moins xénophobes, mais que nous ne pouvons plus vivre dans cette situation, mais que véritablement nous ne sommes pas, et dites-le à Paris au Parlement, nous ne sommes pas racistes et xénophobes. Vous l'avez compris, ça? Bien évidemment, et nous lutterons, nous, contre tous ces clichés et préjugés, véhiculés par certains d'ailleurs, ou exploités de façon politicienne. Il y a une réalité qui est une réalité ici sociale, géographique, je rappelle l'insularité, et qui fait qu'effectivement, Mayotte aujourd'hui connaît de graves difficultés, mais ce que nous véhiculerons comme image de Mayotte n'est certainement pas celle que vous venez de rappeler. Le mot de la fin, c'est forcément, c'est comme ça dans les assemblées, pour le président de la Commission des affaires culturelles. Non, simplement pour rebondir sur ce que disait Monsieur Jonico, bien évidemment que nous porterons ce message. Et bien évidemment que parfois il peut être, c'est un petit peu le message caricatural qui peut être véhiculé par certains. Il faut se battre contre cette image parce qu'on a aussi senti une société très accueillante, qui a envie de s'ouvrir, d'ailleurs comme la France. Mais bien sûr. On a les Mahorais sont à l'image de leur pays, de la France, un pays qui a envie de s'ouvrir, un pays qui a envie de rayonner. On a vu aussi des atouts très nombreux qui doivent permettre à Mayotte de rayonner. Il faut faire connaître davantage ce territoire. Et alors, bien entendu, j'ai aussi pu lire à propos de cette mission, oui, mais en 3 jours, qu'est-ce qu'ils vont comprendre du territoire mahorais? C'est inutile, ça ne sert à rien. Écoutez, moi, déjà, nous reviendrons. J'espère d'ailleurs en dehors du travail, parce que ça donne vraiment envie il y a des choses qui donnent envie d'être découvertes et approfondies. Mais on a véritablement perçu une certaine réalité de ce territoire. Bien entendu, nous n'avons pas tout vu. Ouais. Mais nous avons rencontré beaucoup de gens d'horizons très divers et perçu certaines choses. Et ça, c'est essentiel à notre travail. Et moi, je veux redire aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent qu'en plus de ce qu'on a pu faire ici comme travail, ils ont des élus mahorais à l'Assemblée nationale et au Sénat, et que ils trouveront, en plus de ces élus qui connaissent très bien le territoire et qui portent leur parole à Paris, ils trouveront auprès des députés que nous sommes, des porte-paroles de la situation ici. Monsieur Juanico, Monsieur Studer, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.